La loi du saut quantique donc nous dit quelque chose sur les règles du monde quantique. Alors je vais vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit, et on va en fait commencer par la nature. On va parler d'une tortue et d'un oiseau. Alors la tortue, c'est la tortue qui se rétracte. Qu'est-ce qu'un saut quantique? Eh bien en fait, la tortue va nous permettre de comprendre ça. Vous prenez une tortue, si vous n'en avez pas, vous prenez celle du voisin, qui a ses quatre pattes écartées, elle marche, tout est normal jusqu'à présent. Et comme vous êtes un peu espiègle, vous décidez de faire comme si vous alliez lui couper la patte. Vous prenez une paire de ciseaux ou un couteau, mais en bois, de façon à ne pas lui faire mal, évidemment. Mais vous faites comme si vous alliez lui couper la patte. Que va faire la tortue? Elle va rétracter sa patte, elle va la mettre sous sa carapace en protection. Eh bien, le saut quantique, nous allons voir que répond un peu à la même logique, de défendre sa patte, se rétracter, c'est une rétractation. Voilà. Alors ça, c'est la première chose, c'est en plus une évolution soudaine et imprévisible. Et maintenant, passons à l'oiseau magique, qui va nous faire comprendre une autre dimension du saut quantique. L'oiseau magique, imaginez un oiseau qui est sur la branche d'un arbre. Et à un moment, il en a marre d'être sur sa branche et il va prendre son envol et passer à une autre branche, au-dessus ou en dessous, mettons en dessous. Jusque-là, très normal. Et pourquoi c'est un oiseau magique? Eh bien, c'est parce qu'en fait, entre les deux branches, il se dématérialise. C'est-à-dire, un oiseau normal, vous pouvez le suivre. Il est à l'instant initial sur telle branche, il passe et à l'instant final, il est sur une autre branche et vous pouvez suivre ses mouvements entre les deux branches. Eh bien là, notre oiseau magique disparaît, comme s'il s'était dématérialisé, il était devenu un fantôme entre les deux branches. Et en fait, c'est ça le saut quantique, c'est-à-dire, par exemple, on va prendre l'exemple typique du saut quantique, c'est un électron périphérique qui tourne autour d'un atome. Vous savez que l'atome, c'est un noyau atomique, et puis autour, il y a des électrons. Et dans certains cas, par exemple, vous avez ce qu'on appelle un état excité, c'est-à-dire vous fournissez un excédent d'énergie à un des atomes qui tournent autour, et cet atome donc a un des électrons qui tournent autour, et cet électron qui a trop d'atomes va donc passer à s'éloigner un peu plus, puisque l'excédent d'énergie va lui donner plus d'énergie potentielle, et cette énergie potentielle va faire qu'il va s'éloigner du noyau atomique. Et à un moment, notre électron va revenir à ses anciennes amours, c'est-à-dire à son orbite normale, désexcitée, en fait, en émettant, par la même occasion, il émettra un photon qui va emporter l'excédent d'énergie. Et dans cette réaction, donc c'est le saut quantique de notre électron, et bien dans cette réaction, on observe et on démontre qu'il est impossible de dire, eh bien, entre l'instant initial de mon électron excité et l'instant final, il est passé par telle ou telle chose. D'ailleurs, j'en profite quand même pour préciser qu'il ne s'agit pas d'orbite, mais ce qu'on appelle des orbitales. Et on ne peut pas dire que l'électron, c'est un petit point qui, tel une planète tourne autour de son soleil, qui serait le noyau atomique, c'est pas du tout ça. Donc il est un petit peu normal qu'on n'arrive pas à le suivre, et il s'agit vraiment d'autre chose concernant les particules quantiques, mais faisons comme si c'était une planète qui tourne autour de son soleil. Eh bien, en tout cas, entre l'instant initial, l'état initial et l'état final, il n'y a pas d'état intermédiaire, il y a juste un état final et un état initial et un état final, et il n'y a rien entre les deux. Voilà, donc c'est un petit peu bizarre. Où est-il passé entre les deux? Ça, on ne peut pas le dire. C'est juste bizarre, mais le monde quantique est bizarre. Alors, nous comprendrons quand même un peu mieux ce dont il s'agit tout à l'heure. Donc, évolution soudaine et imprévisible, dématérialisation, et d'autre part, l'autre élément qui est apparu, que la tortue nous a permis de comprendre, c'est que le saut quantique, souvent, le plus souvent, vient en réponse à une menace, ce que j'appelle une menace quantique, c'est-à-dire la
particule ou la tortue risquerait d'être découpée, d'être déchiquetée et n'a pas le droit de se laisser découper. Nous l'avons vu sur la loi numéro 2, la loi de quantition. Et donc quand cette quantition est menacée, tout simplement, eh bien, un saut quantique se produit pour défendre cette quantition. C'est ça l'histoire du saut quantique. Voilà. Alors, que nous dit qu'est-ce qu'un saut quantique en physique quantique? Alors, j'en ai déjà un petit peu parlé, évidemment. Donc, on va prendre l'électron qui saute. Alors il y a plusieurs façons de sauter, et c'est pas seulement un saut, l'électron périphérique d'un atome. Ce que j'appelle un saut quantique, c'est un terme générique qui recoupe tout ce que on appellerait en physique, on appellerait une évolution non unitaire. Bon, ça c'est un critère un petit peu mathématique. Et quand on a l'onde quantique, on a ce qu'on appelle une évolution unitaire. Cette évolution unitaire répond au principe de moindre action. Et ce que j'appelle le saut quantique, c'est toutes les évolutions qui ne répondent pas à ce critère, donc qui sont le complément. Il y a seulement deux lois d'évolution dans le monde physique. Dans le monde quantique, il y a la loi de moindre action, là c'est quand il y a les ondes, et il y a les sauts quantiques. Voilà. Et ces sauts quantiques, on les appelle différemment selon le contexte. On peut les appeler la réduction du paquet d'ondes quand elles sont liées à une opération de mesure. Le saut quantique quand il s'agit justement de l'atome, d'un atome. Ça s'appelle aussi une désintégration quand il s'agit d'un système instable tel qu'un système radioactif. Ça s'appelle aussi un effet tunnel quand le saut quantique va se faire passer ma particule au travers d'une barrière réputée infranchissable, et ainsi de suite. Voilà, ce qui est important et ce que, à mon humble avis, les physiciens n'ont pas toujours bien clairement perçu, c'est que tous ces phénomènes, donc non unitaires, aléatoires et discontinus, sont de même nature. Ce qui me permet aussi de voir que le fameux problème de la mesure, c'est-à-dire, les physiciens ont commencé par dire les sauts quantiques n'ont lieu que dans un seul cas, c'est quand je fais une mesure, c'est ce qu'on appelle la réduction du paquet d'ondes. Eh bien, évidemment, ce n'est qu'un cas particulier de la classe générale de ces évolutions non unitaires qui sont discontinues et aléatoires. Voilà, je referme la parenthèse, c'est un petit peu... comment dire, un petit clin d'œil sur la théorie physique. Alors, ce qu'on peut dire aussi, l'électron qui saute va passer du flou au précis. Et ça, c'est essentiel parce que c'est comme ça qu'on comprend pourquoi il y a des sauts quantiques. Alors, du flou au précis, le flou de la particule fait que, comme la tortue qui a sa patte qui est ouverte, eh bien, ce flou va faire que le contexte dans lequel est placée cette particule va lui envoyer un piège. Et parce qu'elle est dispersée, elle est surétalée, elle est trop étalée, eh bien ce piège menace de la scinder, de la découper. C'est exactement l'image de la tortue qui a la patte ouverte, et du coup je peux essayer de la couper. Alors que si elle se rétracte, je ne pourrai plus la couper. Et on peut se dire, mais par exemple, dans le cas de l'électron périphérique, en quoi ça rentre dans ce contexte-là? Eh bien, il se trouve que un électron qui tourne dans une orbitale, en fait, une orbite excitée, c'est-à-dire par un excédent d'énergie, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, son état énergétique est flou, c'est-à-dire, en fait, il est étalé sur plusieurs orbitales, c'est-à-dire il est surdispersé. Et chaque orbitale a tendance à vouloir en absorber un morceau. Donc, l'évolution normale, entre guillemets, de cet électron périphérique excité serait que petit morceau soit absorbé par tel orbital, un autre petit morceau soit absorbé par tel autre orbital. Donc, en gros, l'électron périphérique finirait par être déchiqueté, ce qui est interdit par la quantition, comme nous l'avons vu précédemment. Et donc, c'est là où il va réagir tôt ou tard et va faire un saut quantique, exactement comme la tortue qui se rétracte pour ne pas qu'on lui coupe la patte. Donc, on est bien dans le même schéma général où le flou initial met la particule en danger,
Elle n'a pas le droit de se laisser découper, alors que nous, on peut perdre un bras, on peut perdre même la tête, ça ne nous pose pas de problème. La particule n'a pas le droit. C'est pour ça qu'elle est quantique. Eh bien, la façon de réagir, comme c'est parce qu'elle est trop étalée qu'elle est mise en danger, eh bien, ça va être de se concentrer. Donc, de passer du flou quantique au précis. Et pour illustrer ce schéma général qui nous permet de comprendre pourquoi la nature est allée inventer une évolution aussi bizarre que le flou quantique, eh bien rien de tel qu'une petite historiette. Et donc je vais vous lire ce que j'appelle la légende du défi de glace dans la version que j'en donne dans le livre L'univers quantique enfin expliqué. Voilà, je vais vous lire ça. Un jour, au cœur des terres polaires, d'ordinaire si paisibles, un incroyable changement se produisit. Le dieu Gliglou, dieu de la neige, de la glace et du gel, décida sans préavis d'interdire à tout bloc de glace de se laisser briser. Il fit aussitôt apparaître sur chaque bloc de glace un panneau portant l'inscription bien visible « Objet incassable ». Voyant cela et passé un premier instant de stupeur, les rudes colons qui habitaient là se ressaisirent. « Qu'importe cela !» s'écria leur chef Tucutu. « Car nos scies acérées pourront toujours découper n'importe quel bloc de glace à notre guise en quelques minutes. » Aussitôt dit, aussitôt fait. La scie du vénérable chef Tucutu s'approcha d'un bloc de glace, pris au hasard et entreprit son travail de coupe. Ô surprise, les choses ne se passèrent pas comme prévu, car le dieu Gliglou, rusé comme seuls les dieux savent l'être, avait pourvu les blocs de glace des moyens de faire respecter sa loi. Il advint ceci. Dès que la lame de scie eut commencé à découper le bloc, une sorte d'alarme se déclencha en lui. Soudain, en réponse à cette alarme, toute la glace fondit instantanément en eau. L'ancien bloc rigide devenu eau liquide changea alors de forme, sans difficulté. Il se réduisit et se concentra d'un seul côté, choisi forcément par lui-même, de la lame coupante. Ensuite, le bloc redevint de glace car l'eau n'avait plus sa raison d'être. Dans sa nouvelle position, la scie ne le menaçait plus, elle ne pouvait plus le briser. Vous imaginez, au départ, le bloc de glace est des deux côtés de l'axe de la scie qui peut le briser. La glace fond, la souplesse de la glace permet au bloc en fait de se concentrer d'un seul côté. Une fois que cette transformation a eu lieu, le bloc redevient de glace, l'eau redevient de glace et la scie qui est restée dans la même position continue son travail de coupe, mais comme le bloc est d'un seul côté, elle va couper seulement l'air. Et donc le bloc, parce qu'il s'est repositionné, il s'est concentré, il était étalé des deux côtés, il n'est plus étalé que d'un côté, et bien comme il s'est concentré, il a échappé au risque de scission. Voilà, donc il protège sa quantition. C'est ainsi que nos hommes retrouvèrent le bloc de glace bien entier. Leur scie n'avait pas réussi à le découper. Ce bloc avait seulement changé de forme, comme je viens de l'expliquer. Aussi, les rudes colons ne purent que constater, penauds, et sans vraiment comprendre leur échec. Fiers et obstinés, ils tentèrent néanmoins, encore et encore et encore, de scinder le bloc de glace en repositionnant leur scie. Et chaque fois, il y eut la même réaction. La fonte de la glace en eau, le repositionnement du bloc de glace et le fait donc que la scie, continuant sa route sur sa lancée, ne pouvait que découper l'air ambiant. Gliglou avait gagné grâce à la stupéfiante dualité glace-eau qu'il avait eu la sagacité de créer. Ce stratagème était bien plus redoutable que la plus acérée des lames de scie.
Alors, on comprend grâce à ça, en fait, plusieurs choses. On comprend donc que le saut quantique, qui est l'équivalent de ce bloc qui fond et devient la glace devient de l'eau et se repositionne. C'est ça le saut quantique, c'est le repositionnement. Mais on comprend aussi pourquoi mon oiseau magique s'est dématérialisé entre son moment initial et son instant final, sa position initiale et sa position finale. C'est la même chose que le bloc de glace. Le bloc de glace est obligé de changer la glace en eau, car s'il restait de glace, il ne pourrait pas faire cette évolution. Et là, ça veut dire que ma particule qui est sous forme ondulatoire à l'état initial et à l'état final, ne peut faire son saut quantique qu'en se débarrassant de ces ondes. C'est comme si, momentanément, c'est comme si l'oiseau magique, entre sa branche initiale et sa branche finale, pour faire son saut pratiquement instantané, est obligé de laisser ses plumes, sa chair et son os. Que devient-il entre les deux? Un fantôme. Et bien là, c'est pareil. On comprend que l'électron qui saute est obligé de ne plus être sous forme d'onde. S'il gardait ces ondes, il ne pourrait pas évoluer. De même que si le bloc restait de glace, pour ainsi dire, il ne pourrait pas changer de forme. La glace est rigide. Et c'est pour ça qu'il paraît être dématérialisé. Si on dit que la matière, c'est l'onde quantique, alors, techniquement parlant, on peut dire qu'il est dématérialisé entre les deux. Il a pris une autre forme. Voilà, donc on comprend un petit peu ce qui se passe, et effectivement, l'onde quantique, si elle était là, ne permettrait jamais ce saut quantique, puisque une évolution ondulatoire sous le signe de l'onde quantique est nécessairement continue et déterministe. Et là, j'ai bien insisté sur le fait que le saut quantique, c'était à la fois discontinu et aléatoire, c'est-à-dire c'est l'inverse exact. Donc l'onde n'a pas sa place dans ce genre d'évolution. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on ne la comprend pas. Parce qu'on n'a pas compris exactement à quelle logique elle répond, à quelle nécessité. Et cette nécessité, je la rappelle, c'est le fait de préserver la quantition quand elle est menacée. Voilà. Alors, j'ai aussi parlé cette historiette, cette légende, cette pseudo-légende, met aussi en scène donc une dualité glace-eau. Et si ceux qui connaissent un petit peu la physique quantique savent que en mécanique quantique, on parle d'une dualité onde-corpuscule ou onde-particule. Eh bien, on peut se demander, tiens, ça rappelle un petit peu, ça a l'air d'être un petit peu le même genre de choses. Et effectivement, la dualité qui a, je dirais, alors, excusez-moi, un petit détail. J'ai cette notion d'holomatière où je rajoute en fait à la particule une petite instance décisionnelle, une petite dimension invisible qui n'est pas matérielle stricto sensu. La matière, si je définis en fait la matière comme ce qui est lié à l'onde quantique, ce qui est visible, et je mets en fait dans la particule élémentaire une chose cachée. On peut prendre l'image de l'œuf poché. De l'œuf poché, on ne voit que le blanc, ce qui est l'albumine coagulée, mais on sait que dans un œuf, il y a aussi le jaune, mais on ne le voit pas. Eh bien, mon hypothèse, c'est que la particule élémentaire, c'est un petit peu un œuf poché. On ne voit que la partie matérielle qui s'exprime le plus souvent sous forme d'onde, elle ondule. Quand la particule ondule, elle est sous forme matérielle, mais elle a un jaune d'œuf, caché, qui lui est une instance décisionnelle, c'est-à-dire il est capable de faire des choix, il n'est pas visible. Et pourquoi il n'est pas visible? Tout simplement parce qu'en temps normal, il ne se manifeste pas. C'est le jaune qui est caché, qui est à l'intérieur, mais il va se réveiller dans certains cas, et c'est en cas de saut quantique, parce qu'on a besoin de lui, parce que justement, il y a un choix à faire. Le choix, on le trouve encore une fois dans la légende du défi de glace, puisque, vous vous souvenez, le bloc de glace est étalé et réparti et dispersé des deux côtés de la lame coupante, qui est en train de descendre. Vous savez, imaginez une scie électrique, là ça tourne, et ça descend.
Et donc ça c'est l'état initial. Si le bloc de glace, je le rappelle, gardait cet état initial, il finirait par se faire découper, ce qui est interdit. Donc la seule façon de réagir, c'est de se dire je me rétracte d'un côté ou de l'autre. Seulement voilà, le même état initial fait qu'il y a deux états finaux possibles ou finaux. Le bloc peut se contracter à droite ou à gauche, d'un côté ou de l'autre. Et donc, il y a bien un choix à faire. Et c'est pour ça que la particule est équipée, si je puis dire, d'un jaune d'œuf caché qui a une capacité de choix, parce que en cas de menace quantique, quand sa quantition est menacée, c'est comme le bloc de glace, elle est des deux côtés, il va falloir se contracter, se rétracter d'un seul côté, et il va falloir choisir à droite ou à gauche. Et là, c'est grâce au jaune d'œuf, c'est-à-dire la particule est équipée d'une instance décisionnelle totalement rudimentaire qui va lui permettre de faire ce choix. Voilà. Et quand elle fait ce choix, eh bien, c'est comme le bloc de glace qui était de glace et qui devient eau, eh bien la particule change d'état. Elle change de substance en quelque sorte. On va dire que c'est une même substance qui a deux états comme l'eau, H2O, qui peut être glace ou eau. La même substance qui a deux formes, on va dire, donc elle change de forme. Et la nouvelle forme, je l'appelle l'état paral. Voilà, tant pis, il faut utiliser un néologisme. Donc l'état normal, c'est l'état matière, quand on a l'onde quantique. Et quand cette onde quantique disparaît, eh bien, on a l'état paral. Là où je voulais en venir, avec cette digression sur la forme parale, on va dire, et la forme matière de la particule. Alors j'appelle en fait cette substance qui a ces deux états possibles, je l'appelle l'holomatière. Au néologisme, parce que le concept n'existait pas avant. L'holomatière est la particule revue à même façon, j'appelle ça l'holoparticule, qu'on va appeler la particule tout court pour pas compliquer. Et en tout cas, cette holoparticule, par rapport à la particule comme elle est conçue aujourd'hui, c'est un peu, encore une fois, l'œuf poché avec ou sans le jaune d'œuf. C'est-à-dire, si on se dit l'œuf poché, il n'y a que le blanc qu'on voit, l'albumine coagulée, encore une fois, là on est dans le cadre de la théorie actuelle, officielle, et on est dans le cadre de la matière et de la particule tout court. Et moi je dis que quand on dit ça, on a oublié une dimension du réel, une dimension certes qui est cachée puisqu'elle ne se réveille que quand il y a une menace quantique et qu'il faut déclencher un saut quantique. Eh bien, moi je dis donc que la matière est plus, les Anglais ont un proverbe, ils disent there's more than meets the eye, et il y a plus que ce qu'on voit, et dans la particule, il y a plus que ce qu'on croit voir, et la particule, eh bien c'est un œuf poché avec un jaune d'œuf. Voilà, c'est ça la notion de l'holoparticule tout simplement. Alors je rappelle, pour faire simple, le blanc d'œuf c'est l'onde quantique, et le jaune d'œuf, c'est une capacité de choix, une capacité décisionnelle. Et en fait, cette dualité donc matière parale, en fait, qui est un petit peu la dualité jaune d'œuf, blanc d'œuf, si on veut, eh bien, va s'exprimer sous forme, effectivement, de dualité onde-particule. Parce que quand il y a un saut quantique, on a l'impression que mon électron va se comporter comme une particule ponctuelle. En fait, la particule ponctuelle n'existe pas en physique. Elle n'existe ni dans le formalisme, ni dans la réalité. On a quelque chose qui ressemble à. C'est une espèce de trompe-l'œil, en trompe-l'œil. Et donc, cette dualité onde-particule est une fausse dualité quelque part. La vraie dualité, selon moi, c'est la dualité matière-parale. Voilà, pour expliquer ça. Donc, nous retiendrons de tout cela que un saut quantique est en fait la réponse de la nature pour préserver ce que la nature a mis en place pour préserver la quantition quand celle-ci est menacée.
C'est-à-dire, en gros, en termes tout simples, c'est-à-dire pour permettre à la particule, quand elle est dans un environnement qui tendrait à la découper, à lui permettre de garder son unité ondulatoire. Voilà, donc ça veut dire que quand la scie ou la paire de ciseaux va se refermer sur elle pour la découper, eh bien elle ne sera plus que d'un côté, et donc par exemple si c'est une paire de ciseaux, elle ne découpera que l'air ambiant. Voilà. Et d'autre part, on peut dire que donc ça fait partie d'une forme plus profondément d'immunité anti-contradiction. Parce que pourquoi la quantition est là, nous l'avons vu dans la loi numéro 2, elle est là pour préserver la cohérence de la nature, sachant que si la particule pouvait se laisser découper, eh bien évidemment la nature serait incohérente. Voilà. Donc là, avec cette analyse des choses, le saut quantique fait sens, c'est-à-dire ce n'est pas juste quelque chose qui est bizarre, c'est bizarre, on ne comprend pas ce que ça fait là, c'est comme ça, on comprend à quelle logique ça répond. Dans la nature, avons-nous des choses qui rappellent un peu le saut quantique? Eh bien, on va dire que la morale de l'histoire, on ne trouve pas vraiment quelque chose d'équivalent, mais on va trouver quelque chose d'approchant sous forme de cette philosophie que parfois un obstacle va créer un sursaut de quelque chose, c'est-à-dire un obstacle ou quelque chose de négatif va donner un sursaut et va permettre de créer quelque chose qui n'existerait pas s'il n'y avait pas eu cet obstacle, de faire d'un obstacle une opportunité. Et je pense à plusieurs images. Le premier, c'est la rose, qui ne sera jamais aussi belle que si on nourrit la plante de purin. Le purin, ça sent mauvais, la rose, ça sent bon. Donc il y a une espèce de recyclage et de transmutation. Et je pense aussi à la fleur de lotus. Vous savez que la fleur de lotus est l'un des symboles du bouddhisme. Et pourquoi c'est un symbole du bouddhisme? Eh bien, tout simplement parce que la plante, le lotus, qui a les pieds dans l'eau, ne pousse pas dans une eau limpide. Pour qu'elle puisse pousser, pour que la graine, vous mettez une graine au fond de l'eau, et si vous dites, c'est une belle plante, une belle fleur, et on va lui donner vraiment une eau impeccable et tout ça, elle ne va pas pousser. Rien à faire, elle ne poussera pas. Si vous voulez que ça germe, eh bien, il faut lui donner une eau méphitique, une eau stagnante, une eau qui pue, une eau voilà. Et là, elle va pousser et elle va vous remercier en faisant une belle fleur et de belles feuilles aussi qui vont orner la surface de l'eau. Voilà. Alors autre chose, un autre exemple, c'est l'huître perlière. Une huître qui est blessée ou qui a un petit grain de sable qui l'embête et dont elle ne peut pas se séparer, elle ne peut pas s'en débarrasser à l'intérieur, comment va-t-elle faire? Eh bien, elle va réagir en faisant une perle. Mettez une huître perlière dans toutes les meilleures conditions, vous n'aurez jamais la perle. Voilà, c'est un autre exemple. Et un autre exemple aussi de saut quantique, au sens où on se réinvente soi-même, c'est un peu l'image de la chenille qui devient papillon. Voilà, la chenille qui devient papillon est obligée quelque part de mourir à elle-même en tant que chenille, et elle va se transmuter et devenir un magnifique papillon. Tous les papillons ne sont pas magnifiques, disons que ça va devenir un magnifique papillon. Voilà.